cas de la pandémie Covid-19, on peut parler d'une approche innovante et qui s'appuie sur l'auto-prise en charge, c'est-à-dire de voir comment certains dispositifs peuvent être mis en place pour permettre aux patients de prendre en charge sa santé de manière quasi autonome. Enfin, en troisième partie, nous aurons un partage de réflexion par Luxor, unité de recherche opérationnelle à Luxembourg, dans l'objectif, sur base de leurs analyses, d'améliorer les pratiques au sein des programmes de santé. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Eva De Plecker, conseillère en santé sexuelle et reproductive au Centre opérationnel MSF de Bruxelles. Nous avons le plaisir d'avoir aussi Nelly Staderini, responsable médicale de l'unité de santé des femmes et des enfants et conseillère en santé sexuelle et reproductive du département médical du Centre opérationnel MSF de Genève. Nous aurons par vidéo une vidéo de Foura Valumpupu, qui est responsable des activités de santé reproductive de MSF au Burkina Faso. Et enfin, pour le partage de réflexion par Luxor, nous avons le plaisir d'entendre Vilma van de Bogaert, qui est membre de l'Operational Research Advisor, donc de l'unité de recherche opérationnelle Luxor. Donc, je vous propose, comme le temps est compté, de vous donner quelques petites instructions de logistique, c'est-à-dire que je vous propose de poser vos questions ou de partager vos réflexions à travers le chat, et en fin de présentation, j'espère que nous aurons le temps de répondre à ces questions et réagir à ces réflexions. Nous n'y manquerons pas. Et comme le temps est compté, je vais tout de suite donner la parole à Eva De Plecker, qui nous parlera donc de la santé des femmes. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, je vais d'abord parler de différentes activités santé sexuelle et reproductive dans le projet d'MSF. Prochain diapositive, s'il vous plaît. Mais d'abord, on va parler de la mortalité maternelle dans le monde. C'est vrai que bien qu'il y a déjà un progrès qui a été réalisé, disons, il y a eu une réduction de mortalité maternelle de 38% entre les années 90 et 2017. Pourtant, en 2017, il y a environ plus de 295 000 femmes qui sont décédées dans le monde, qui représentent 800 femmes par jour et qui représentent tous les 2 minutes une femme. Et je trouve ça quand même un chiffre qui est assez élevé et qui reste choquant si on pense qu'on était ici ensemble et tous les 2 minutes qu'on est ensemble, il y a une femme qui décède à cause des complications liées à sa grossesse ou l'accouchement. Vous voyez la carte mondiale et c'est connu que plus de 94% de décès maternels survient dans des pays en développement. Comme vous pouvez voir sur cette carte, alors les pays qui sont plus foncés, qui représentent des pays où la mortalité maternelle est le plus élevée, et c'est là aussi qu'on a beaucoup de nos projets. Et ça reflète aussi la inégalité des accès de services de qualité et même la inégalité entre les pays riches et les pays pauvres. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, chez MSF, en MSF, on a une politique santé sexuelle et reproductive. Et ça, c'est pour nous, comme sage-femme, et pour le terrain, c'est quand même un document clé parce que ça donne des conseils pour la programmation de santé sexuelle et reproductive et ça définit aussi l'orientation stratégique pour nos activités. La première partie, comme je viens d'expliquer, que dans beaucoup de pays où on travaille, il y a quand même une mortalité maternelle assez élevée, c'est-à-dire que comme MSF, on priorise quand même les activités qui ont un impact direct sur la mortalité maternelle, mais pas seulement sur la mortalité maternelle, aussi les actions préventives comme la consultation prénatale et postnatale et aussi d'autres domaines d'intervention, comme par exemple le cancer du col. Deuxième partie du document explique la prise en charge des conséquences de la violence sexuelle et aussi la mutilation génitale. Suivante, voilà. Ici, quelles sont les différentes activités qu'on met en place au terrain? Bien sûr, une grande charge de notre travail, ce sont les accouchements.
en 2019, MSF a soutenu plus de 300 000 accouchements dans 114 pays, qui représentent 9% des césariennes, mais aussi les soins qu'on offre pendant la grossesse. On appelle ça les soins prénataux, mais aussi les soins après l'accouchement, postnatal, pour la maman et son nouveau-né. Planification familiale, on priorise d'offrir une bonne consultation et offrir de différentes méthodes de planification familiale, mais aussi l'avortement médicalisé ou sécurisé, c'est les soins pour l'avortement à la demande, mais aussi les soins pour les avortements et les complications qui sont liées à l'avortement, les soins pour les victimes de violences sexuelles. Dans certains projets, on fait aussi un dépistage de cancer du col et on soutient aussi le ministère de Santé pour la vaccination. La PTME, c'est le dépistage du VIH pendant la grossesse. Et si la femme teste positif, on offre aussi des traitements pour réduire le risque de transmission mère-enfant. Et les IST, c'est le traitement pour les infections sexuelles et transmissibles. Et mais on a encore certains projets qui offrent les soins pour les fistules et aussi les mutilations génitales. Comme ça, vous voyez que si on parle de différentes activités santé sexuelle et reproductive, qu'il y a quand même beaucoup d'activités qu'on offre. Suivante. Voilà, qui est aussi important, c'est de connaître et comprendre les causes de la mortalité maternelle. Et il y a deux chercheurs qui ont créé un modèle qu'on appelle le modèle des 3 retards. Et ce modèle de 3 retards, ça nous aide de comprendre pourquoi les femmes meurent et aussi de proposer des solutions ou nous orienter vers les solutions. Par exemple, souvent, la femme ou leur famille, ils ne vont pas identifier qu'il y a un problème. C'est-à-dire, elles saignent et ils ne vont pas savoir qu'il y a une urgence, qu'ils doivent venir au niveau de l'hôpital. Ça, c'est déjà un premier retard. Le deuxième retard, ça peut être lié au transport. Au moment que la femme décide, oui, on va venir à l'hôpital, ça peut arriver qu'elle a des difficultés à trouver le moyen de venir au niveau de l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de l'argent de payer pour l'ambulance. Et ça, c'est le deuxième retard. Et le troisième retard, c'est au moment qu'elle arrive au niveau de l'hôpital, ça peut arriver qu'il y a un retard dans la réception. C'est-à-dire, le médecin n'est pas présent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas le sang disponible. Voilà. Et ce modèle, c'est un modèle qu'on utilise souvent, c'est très connu. Et ça nous aide à réfléchir dans la zone où on travaille, dans la région où on est, quels sont les différents retards et aussi d'adapter nos projets et d'adapter nos activités pour trouver des solutions à répondre à ces différents retards. Je vais expliquer ça avec un exemple et c'est l'exemple du projet de Massissi. Suivant, prochaine s'il vous plaît. Voilà, c'est un projet que j'adore. Je travaille aussi à Massissi et c'est un projet santé maternelle qui est situé en RDC. C'est situé au Kivu, au nord du Kivu. MSF donne un soutien au niveau de la maternité, au niveau de l'hôpital, mais on a aussi mis en place des soins décentralisés. MSF soutenu le centre de santé qui offre des santé primaires. Et en plus, il y a aussi les activités mobiles. C'est-à-dire que c'est une clinique mobile, c'est une ambulance à MSF qui va se déplacer dans la région et qui offre les soins de santé avec une équipe médicale sur place, tout près de la population. En plus, le ministère de Santé, ils ont déjà commencé à collaborer avec les accoucheuses traditionnelles. Elles sont responsables d'être présentes pendant la consultation prénatale et au moment qu'on va identifier une complication, c'est eux qui sont responsables à parler au mari, à la famille et de sensibiliser la famille sur l'importance de venir accoucher à l'hôpital. Malgré tous ces efforts et de toutes ces activités, la distance reste un vrai problème dans la zone de Massissi. Je n'ai pas de photo ici, mais c'est vraiment une zone, on appelle ça des 1000 collines. Et on peut avoir la plus belle hôpital du monde au moment qu'elle commence le travail et il y a de la pluie, c'est très, très difficile à venir au niveau de l'hôpital. Alors, MSF a mis en place, prochain, un village d'accueil. Et un village d'accueil, c'est aussi très connu. On appelle ça aussi une maison d'attente. La première photo que vous voyez en haut, ça c'est l'entrée.
le village d'accueil, c'est un endroit où les femmes peuvent venir. Souvent, c'est autour du 3e trimestre. Elles peuvent venir et se reposer et attendre son accouchement. C'est un des villages d'accueil le plus grand chez MSF. Ça a une capacité de plus de 72 lits. Vous voyez la deuxième photo. Ce sont des lits sous-posés. Voilà, c'est super populaire. Les femmes sont embergées. Elles peuvent venir, elles peuvent reposer, elles peuvent attendre son accouchement. C'est-à-dire que c'est vraiment une solution pour répondre à ce problème de distance. Et ça a déjà invité que beaucoup de femmes n'ont pas accès aux structures seulement parce qu'ils ont eu l'occasion de venir ici dans cette maison d'attente. Voilà, suivante. Bon, si je parle aussi des activités santé sexuelle et reproductive, je dois aussi dire quelque chose de situation d'aujourd'hui, de Covid, et surtout sur les effets de Covid sur les activités santé sexuelle et reproductive. Et surtout aussi comme introduction pour ma collègue qui va parler sur l'autogestion, parce qu'avec la situation de Covid, on a encore vu que l'autogestion et la responsabilité de la patiente pour gérer son propre santé est encore plus important. C'est vrai que MSF a beaucoup d'expérience sur les urgences humanitaires et par exemple comme l'Ebola. Et dans la situation de crise d'Ebola, on a vu que la perturbation des services de santé de routine, ça a eu vraiment des conséquences catastrophiques pour les femmes et leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui sont décédées à cause de perturbations ou de services liés à le virus d'Ebola. Et au moment que la crise de Covid a commencé, on a eu peur. Et on a vraiment sensibilisé nos projets de dire que, écoute, l'importance de continuer les services et surtout les services qui ont un impact sur la mortalité maternelle. Il y a une étude qui a été publiée par un institut qui s'appelle Guttmacher et eux, ils ont estimé que, disons que dans certains pays, il y a une diminution de 10% de services de routine. Ça peut créer qu'il y a plus de presque 50 millions de femmes qui n'ont pas accès au planning familial. Et s'il y a un grand nombre de femmes qui n'ont pas accès au planning familial, bien sûr qu'on va avoir des grossesses non désirées et bien sûr qu'on va avoir aussi des avortements à risque et ça peut élever aussi les décès maternels. OK, suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au terrain? C'est vrai que le confinement, ça a créé que les patientes ont vraiment eu du mal d'avoir accès aux services. Et dans plein de pays, il y avait aussi une absence de transport. Pas seulement dans des pays en développement, même chez nous en Europe, on a vu que dû au Covid, il y a eu une augmentation de violence et aussi de la vulnérabilité. Et même nos projets, ils étaient forcés à adapter le circuit de patientes, les triages. Et il y avait moins d'options aussi de référer. Et on a une maternité en Irak où on prend en charge des grossesses non compliquées. Mais avec la situation de Covid, on n'a eu plus l'option de référer les patientes vers des autres maternités parce qu'ils ont refusé des femmes avec des signes de Covid. C'est-à-dire, la situation de trouver d'options de référence était un vrai problème. Et en plus, la manque de ressources humaines parce qu'il y avait pas mal de nos staff qui étaient malades, qui étaient infectés. Et en plus, on a eu aussi la situation qu'on ne pouvait pas envoyer de personnel et de soutien international à cause des difficultés de l'aéroport, de vol et tout ça, qui est encore une situation réelle aujourd'hui. Hein. Et en plus, la risque de transmission, un service de consultation prénatale, ce n'est pas exagéré d'avoir 60 femmes qui attendent dans une salle. Avec la situation de Covid, ce n'était pas faisable, c'est-à-dire que le projet est vraiment forcé d'adapter les services et aussi de former le personnel. Suivante. Mais je veux dire quelque chose de positif aussi, que Covid a aussi créé beaucoup d'opportunités pour MSF, pour adapter nos services. Comme je viens d'expliquer, on a eu moins de proximité vers nos projets et on a aussi moins de proximité vers nos patientes. C'est-à-dire que c'était super important d'adapter nos services et de renforcer
la autogestion des activités santé sexuelle et reproductive et même d'offrir ces activités au niveau de communautaire. L'engagement vers les femmes et l'engagement vers la communauté étaient encore plus importants et beaucoup de projets, ils ont adapté leurs services par téléphone. Par exemple, il y a certains projets violences sexuelles qui ont offert la consultation par moyen de téléphone ou hotline ou autre moyen. Bien sûr, il y a aussi les idées et les initiatives de prolonger le supply des médicaments, par exemple pour la consultation de contraception, mais c'était aussi fait pour le VIH. Et même avant Covid, on a déjà commencé, on appelle ça démédicaliser les soins pour les avortements. Souvent, les soins sont offerts par une infirmière ou une sage-femme. On ne demande plus d'avoir une échographie pour identifier l'âge de grossesse. Petit à petit, comme MSF, on a commencé à démédicaliser ces services et même avec Covid, on a vu que c'était nécessaire parce qu'il n'y avait pas l'option de patients de venir vers nous. C'est-à-dire qu'on a renforcé l'autogestion pour la prise en charge des avortements, que la patiente peut gérer l'avortement elle-même. Dernière slide. Voilà, et comme je viens d'expliquer, même situation pour les urgences de violences sexuelles. Les premières 120 heures sont vraiment clés pour éviter que la femme peut attraper le VIH, qu'elle peut tomber enceinte et autres. Beaucoup de projets, ils ont adapté leurs services pour offrir les consultations par moyen de téléphone. Et il y a certains projets qui ont aussi offert les médicaments au niveau de communauté, même au niveau de domicile. Et bien sûr, le rôle de promoteur santé était encore plus clé. Voilà, je passe la parole à ma collègue Nelly, qui va parler sur l'autogestion. Merci à vous tous. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais effectivement prendre la suite de la parole d'Eva sur la notion d'autoprise en charge. Alors, pour MSF, c'est une approche qui est innovante et qu'on est en train de développer. Après, ça n'a rien d'innovant en soi et ça fait très longtemps que les gens se soignent par eux-mêmes. Après, la nouveauté, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils aient les meilleures informations et les meilleurs traitements possibles et donc on sécurise cette manière de s'auto-gérer. Prochaine diapositive. Donc là, c'est juste une carte du monde où on a mis en rouge les pays dans lesquels un MSF intervient. Et puis, notamment avec les flèches, là où on a commencé à faire de l'autoprise en charge, de l'autogestion. Donc, l'Amérique centrale, c'est là où on a commencé à faire les hotlines, et notamment sur les questions de violences sexuelles et de santé mentale. La République démocratique du Congo, c'est là où nous avons commencé l'autogestion l'auto-injection de family planning. Et puis Malawi, Mozambique et Swatini, on verra tout à l'heure que c'est autour des autotests sur le VIH et puis sur l'HPV par rapport au cancer du col de l'utérus. Prochaine slide. Voilà, donc ce qui est important de savoir, c'est la définition de l'OMS. Vraiment, l'autoprise en charge, ça permet à toute personne dans les communautés d'agir sur leur propre santé, de prévenir les maladies et puis surtout de rester en bonne santé avec ou sans le soutien d'un agent de santé. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à MSF et surtout aujourd'hui parce qu'on veut de plus en plus avoir une approche qu'on dit centrée sur le patient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de lui redonner sa santé entre ses mains, donc en lui apportant beaucoup plus de connaissances, en lui apportant beaucoup plus de compétences qui vont être nécessaires à faire cette auto-prise en charge de sa santé. Alors, ça paraît facile comme ça, mais ça l'est pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes qu'il va falloir accompagner. Une fois qu'on a la connaissance, il faut se diagnostiquer. Quand on a le diagnostic, il faut avoir le traitement. Quand on a le traitement, il faut savoir comment on le prend. Et puis, une fois qu'on l'a pris, il faut savoir si on a une bonne adhérence et puis comment va se passer le suivi à moyen terme. Donc, c'est toute une chaîne en fait, d'activités qui vont devoir être mises en place pour qu'on puisse effectivement avoir cette prise en charge par les gens eux-mêmes.
Donc quand on parle d'auto-prise en charge, en fait, on parle de beaucoup de choses à l'intérieur de ça. On parle d'autogestion, d'autodépistage, d'auto-éducation. Donc juste quelques exemples, hein. L'autogestion, par exemple, c'est le fait de prendre soi-même, un médicament, de se soigner soi-même ou d'être capable de se faire, soi-même des examens, ou des injections. L'autodépistage, c'est très intéressant parce qu'on va adresser ce qui va permettre, d'entrer, dans le soin. Donc comment, à la maison, petit à petit, on va outiller les gens pour faire des dépistages, pour faire des prélèvements, pour voir, s'ils ont une maladie ou pas, qui va leur permettre dans une deuxième étape, d'aller voir un professionnel de santé dans une structure de santé et puis, de recevoir les médicaments, adaptés. Et puis l'auto-éducation, on a vu, hein, c'est tout ce qui est la promotion de la santé, mais comment dans les stratégies d'intervention, on peut de plus en plus mettre dans les mains directement, des patients, les connaissances dont ils ont besoin, pour leur santé. Alors pourquoi c'est quelque chose qui nous intéresse, particulièrement à MSF et puis notamment, chez les femmes? Bah, d'abord, on a encore aujourd'hui de nombreuses femmes, qui n'ont pas accès, à des soins essentiels pour différentes raisons, notamment des difficultés d'accès, ou pour des questions de stigmatisation. Je pense particulièrement à tout ce qui est quand même la population adolescente, notamment en Amérique centrale, ça reste encore assez compliqué pour elles. Un autre exemple assez clé, hein, on a encore, 25 des femmes en âge de procréer qui n'ont toujours pas accès à ce que nous on appelle des moyens de contraception, modernes, donc c'est-à-dire qui ont une efficacité, prouvée, qui sont les pilules, le stérilet, des injections, ou des implants. Et puis enfin, Eva l'a dit tout à l'heure, on a quand même une attention, particulière aujourd'hui, concernant les avortements non médicalisés MSF, qui reste dans nos terrains d'intervention une des causes majeures de décès chez les femmes aujourd'hui. Hem, alors oui, je reviens 2 minutes sur les questions d'accès aux soins. On est dans des contextes où les femmes vont avoir une multiplicité, d'entraves aux soins. Alors par exemple, en ce qui concerne les entraves sociales, on est dans des contextes où le mari a quand même beaucoup de poids et peut être celui qui va dire à la femme, d'aller ou non consulter et notamment sur des enjeux, contraceptifs parce qu'ils veulent avoir, par exemple, plus d'enfants ou alors qu'ils n'ont pas forcément compris d'ailleurs, ce qui allait être offert. Pour des raisons économiques, on est encore dans des endroits où les gens sont extrêmement pauvres, avec, des transports, qui peuvent être payants et pour qui ça peut être un problème important. Et puis au niveau de la logistique, Eva l'a dit tout à l'heure, on est dans des contextes où de temps en temps, bah, voilà, il y a plus de voitures, il y a plus de motos, il y a plus rien qui peut passer parce qu'on a des saisons des pluies, où on a d'autres choses. Alors par rapport à ces enjeux-là, on a aussi bien surajouté les questions de violence, les questions de discrimination qui peuvent être parfois une entrave très importante, aux soins, heu, par peur des gens de venir tout simplement. Enfin, on a aussi, des crises humanitaires qui peuvent être extrêmement aiguës. Donc ça, on l'a vu, il y a une dizaine d'années avec Haïti, qui a complètement dévasté, toute l'offre de soins, des structures et du système, sanitaire qui était en place à l'époque. Et là, bon, bah, voilà, ça prend du temps pour créer une offre de soins et puis recréer la possibilité de couvrir aussi toute la population, qui en a besoin. La pandémie actuelle, je ne vais pas y revenir. Effectivement, on a dit que les problèmes d'accès aux soins étaient amplifiés, particulièrement sur, la santé sexuelle et reproductive. Alors c'est vrai qu'on a eu des premières estimations de Guttmacher. C'est vrai que nous, on commence à voir, concrètement l'impact à MSF parce qu'on est à une année, comme tout le monde et puis on commence à analyser, les chiffres et les données qu'on a, dans nos terrains. Ce que je peux vous dire et ce qui est assez alarmant, c'est qu'en fait, c'est bien pire que ce qu'on pensait, hein. Au début, on a eu des fluctuations et puis nous, on a un certain nombre d'activités qui ont, chuté à près de 50 notamment sur la contraception, 30-35 sur des questions pour des gens qui venaient normalement consulter pour de l'anténatal ou des violences sexuelles. Et ce qui est un peu malheureux, c'est que les seuls, soins, qui ont augmenté en nombre de couvertures, ce sont ceux liés à l'avortement ou des soins post-avortement, donc qui montrent le problème d'accès, et puis l'urgence, à se faire traiter par rapport à ça. Donc on n'est qu'au tout début, de cette analyse, mais je pense que c'est déjà assez préoccupant. Et puis, il y a un dernier point aux soins, un dernier point aussi, c'est le renoncement de certaines femmes à venir consulter et notamment par rapport à des enjeux de confidentialité. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça, notamment sur les violences sexuelles et permettre, aux gens de pouvoir s'exprimer, dans de bonnes conditions.
Alors comment on soutient, l'autoprise en charge, actuellement à MSF? Ça reste du domaine de l'innovation, hein, donc c'est-à-dire que nous, on est en train de tester un certain nombre de stratégies, on est en train d'adapter par rapport à des contextes, on est en train d'analyser, de voir comment ça fonctionne ou pas et puis ensuite, en fonction de ça, de voir quelles sont des activités qui vont devenir pérennes ou quelles sont les activités où on a des leçons apprises, à faire autour de ça. Évidemment, notre principale, occupation, c'est de pouvoir continuer contre cette exclusion potentielle, qu'on a aux soins pour les différentes raisons qu'on a déjà nommées et puis il faut vraiment être sûr que ce qu'on va proposer comme innovation a une vraie valeur ajoutée par rapport aux populations qu'on veut desservir et puis pour ça, il y a qu'une seule manière de le voir, c'est vraiment d'être avec ces populations, de rentrer en dialogue avec elles et puis ce sont ces populations qui vont nous dire, en fait, de quoi elles ont besoin et puis comment on va pouvoir faire. Donc ça, c'est une étape très importante, cette, relation avec la communauté. Et puis après, bah, on l'a dit un peu tout à l'heure, il va falloir renforcer les capacités parce que permettre, de l'autoprise en charge, c'est pas uniquement de la délégation de choses au niveau des gens, c'est vraiment, rajouter une étape par rapport à un système de santé, et donc voilà, il va falloir former des personnels de santé, il va falloir aussi former sur cette, différentes manières de se relationner avec les gens de temps en temps. Hem, Prochaine slide. Voilà, donc effectivement, on en a encore, beaucoup à des modes de pilotage d'un certain nombre d'interventions. Et puis, pour nous, ce qui est important quand même, c'est de garder la possibilité pour les gens de consulter avec un personnel de santé dans une structure de santé, soit comme l'a dit Eva tout à l'heure, parce qu'il va falloir référer un certain nombre de cas, soit parce qu'il va quand même falloir analyser, par exemple, un prélèvement qui a été fait à la maison, et puis en fonction de ce prélèvement, voir quel type de traitement, et puis quand il va falloir commencer à prendre un traitement. Donc l'idée de l'auto-soin n'est absolument pas de se substituer, aux structures de santé, qui est un petit peu la manière dont potentiellement les gens, font de l'automédication dans un certain nombre de contextes. Nous ne voulons pas se substituer à ça, on veut juste ajouter une étape supplémentaire qui permet, d'avoir accès à des populations qui de temps en temps sont tellement vulnérables qu'en fait elles ne viennent même pas, jusqu'à nos centres de santé. Donc on veut s'inscrire dans une continuité des soins, et puis, éviter cette exclusion pour certaines populations. Donc particulièrement avec les femmes et les filles qui de temps en temps sont encore plus exclues des soins. Voilà, donc quelques exemples de l'autogestion. Bah, il y a l'autotest au niveau du VIH, qui est un test salivaire qui peut se faire, par la personne directement, à la maison, et ce qui est intéressant parce qu'elle va pouvoir se mettre en condition de confidentialité, aussi de pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que va vouloir dire un résultat qui est positif et puis surtout, elle va se remettre dans une démarche active vers les soins, retourner ensuite, voir les personnes qui vont pouvoir, la traiter. L'autoprélèvement du HPV, c'est assez nouveau aussi. Ça a été testé, au Malawi et au Zimbabwe par MSF avec des très bons résultats. Les femmes, sont très contentes de pouvoir elles-mêmes, participer à leur prise en charge. Et puis, l'auto-injection de contraceptifs, ce qu'on appelle le Cyanapress aujourd'hui, c'est du Depo-Provera, avec qui donne la possibilité à des femmes de se faire cette injection elles-mêmes tous les 3 mois, parce que l'aiguille est beaucoup plus petite et ça nous permet de leur donner, 3 ou 4 doses, ce qui fait qu'elles n'aient plus besoin de revenir au centre de santé tous les 3 mois, mais elle pourrait revenir une fois par an. Concernant l'avortement médicalisé, qui est effectivement un de nos grosses activités aujourd'hui, pourquoi? Bah, d'abord parce que ça reste le soin le plus difficile d'accès pour les femmes dans tous nos pays d'intervention. La deuxième raison pour ce travail au niveau de l'autogestion est le fait qu'on a un régime médicamenteux qui est extrêmement simple aujourd'hui, et qui rend tout à fait la possibilité de le faire dans des conditions sécurisées par la femme elle-même, chez elle. Alors évidemment, on ne la laisse pas, toute seule, enfin on lui permet, d'avoir une assistance à distance si elle le souhaite, alors avec notamment les progrès de la téléphonie mobile. Mais évidemment, souvent, elle va quand même devoir venir nous voir, soit pour avoir un premier examen, soit en tout cas un premier interrogatoire et puis il va falloir quand même qu'on lui délivre, les médicaments, même si ensuite la prise en charge et la prise de ces médicaments, se fait à la maison avec des instructions. Donc ce conseil à distance est déjà en train de se faire avec, aussi une très bonne, réception des femmes, qui effectivement continuent à demander, tout de même ce soutien émotionnel au moment où elles font, l'avortement. Donc ça, on a bien vu que, à MSF, ça a amélioré, l'accès et potentiellement ça a amélioré la qualité des soins, qui est prodiguée, chez ces femmes. Hem
Voilà, donc là, on va vous passer une petite vidéo de Foura, qui est une de nos sages-femmes qui travaille sur le terrain depuis de nombreuses années, qui a énormément d'expérience et qui va nous partager la sienne sur l'autogestion depuis quelque temps. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience sur les deux thématiques, prise en charge des avortements sécurisés et comment j'ai mis en place les méthodes de Sayana Press, les soins auto-administrés. Au Congo, c'est au Congo que j'ai mis en place les méthodes de soins auto-administrés de Sayana Press. Au départ, avant qu'on commence les activités de Sayana Press, il y avait les 4 problèmes, 4 barrières qui faisaient à ce que les femmes n'avaient pas accès aux méthodes de planification familiale. Il y avait accès géographique où les femmes marchaient dès à 50 km pour chercher les services de planification familiale. Il y avait aussi disponibilité des services où les femmes allaient arriver dans les structures sanitaires gérées par les églises. Et comme les méthodes de planification familiale étaient contre-indiquées, la majorité des structures sanitaires gérées par les églises, les femmes n'avaient pas assez d'accès pour les méthodes de planification familiale. Il y avait aussi les problèmes financiers où les seules méthodes qu'elle allait trouver dans les marchés noirs, c'était l'injection de dépôts provérants et ça coûtait $20. Et ce n'est pas toutes les femmes qui allaient accéder à ça à cause de pauvreté et les misères. Et puis, il y avait aussi les problèmes culturels et religieux qui faisaient à ce que les femmes n'avaient pas accès aux méthodes de planification familiale. Pour nous, MSF, qu'est-ce qu'on a mis en charge et qu'on a mis en place sur terrain? Nous avons commencé la formation sur les Sayana Press. On a fait la sensibilisation, on a fait la formation. Et puis, on a appris les femmes comment s'injecter sel. Et les femmes étaient hyper contentes parce que c'est le service qui n'a pas besoin de personnel médical et n'a pas besoin d'être hospitalisé, n'a pas besoin de suivi. Autre stratégie qu'on avait mis en place, c'est pour résoudre les problèmes géographiques. Nous avons recruté les points focaux et nous avons ouvert les cases d'écoute. Alors, qu'est-ce que les femmes faisaient dans les cases d'écoute? La personne qui travaille dans les cases d'écoute, c'est la personne choisie par les femmes. Au fait, dans chaque village, il y a toujours une femme à qui toutes les femmes du village font confiance. Alors, tout le monde venait adresser leurs problèmes à la femme à qui il fait confiance. Et ce sont les femmes à qui nous, MSF, nous avons choisi de travailler avec. Et ça a été plus facile parce que toutes les femmes venaient rassembler leurs besoins et la personne, elle vient et récupère, je ne sais pas, 50 doses ou 20 doses pour toutes les femmes. Après, elle fait les distributions dans les villages. Et autre avantage qu'on avait trouvé quand on a mis en place Sayana Press sur terrain, comme on les savait, dans nos pays en voie de développement, les femmes sont sous-estimées, les besoins des femmes sont sous-estimés. On a trouvé même les femmes des leaders religieuses, les femmes des pasteurs, les femmes des chefs de village, les femmes des autorités coutumières qui venaient aussi chercher les méthodes de planification familiale en cachette. Et c'est là où ça facilitait aussi les systèmes d'auto-prise en charge parce que les femmes allaient trouver les méthodes en cachette, elles peuvent s'injecter seules et n'a pas besoin d'assistance médicale. Et nous avons aussi, ce que nous avons fait aussi pour faciliter ça, nous avons travaillé aussi avec les agents de sensibilisation communautaire pour parler avec la communauté sur les méthodes. Et le réussite des méthodes est que toutes les femmes étaient contentes de trouver le service à côté d'eux. Et puis, c'est les méthodes en long terme, surtout au Congo, où il y a souvent les problèmes de guerre, même si elle a besoin, elle ne peut pas se déplacer pour arriver à nos structures sanitaires MSF. Voilà ce que j'ai mis en place pour les méthodes de planification familiale Sayana Press au Congo. Et le réussite qu'on a trouvé, c'était que les femmes étaient vraiment contentes de trouver les services gratuits, efficaces et accessibles. Je vais juste faire les briefs sur les activités de prise en charge des avortements sécurisés.
Comme vous le savez, dans nos zones d'intervention dans les pays en voie de développement, les femmes sont violées, kidnappées, et chaque fois, elles se trouvent avec les grossesses non désirées. Et chaque fois, une femme porte une grossesse non désirée, elle cherche les moyens de s'en débarrasser. Et c'est ce qui causait la vie des femmes en danger. Et il y avait beaucoup de mortalité maternelle à cause des avortements non sécurisés. Alors, pour nous, MSF, qu'est-ce que nous avons fait sur le terrain? Nous avons mis en place les systèmes de faire auto-prise en charge, mais on fait avec sécurité. Chaque fois, si les femmes arrivent à demander les services, on donne les médicaments et rentre à la maison avec les médicaments sous instruction du personnel médical. Elle prend les médicaments à la maison, elle commence les procédures d'avortement jusqu'à la fin. Et nous, l'équipe médicale, on fait que les suivis en remote contrôle au téléphone. Et ça a bien marché et ça a beaucoup aidé les femmes. Ce qui a fait à ce que les femmes ont plus aimé le système d'automédication et auto-prise en charge sur la prise en charge des avortements, c'était plus la confidentialité. Et au Congo surtout, il y avait plus les limites, l'hypocrisie. Et comme tu sais, dans les villages, tout le monde se connaît. Si on voit une jeune fille qui vient chercher, qui vient à l'hôpital seule, tout le monde se pose la question et tout le monde cherche à savoir pourquoi elle vient à l'hôpital. Ça a mis beaucoup de femmes en insécurité. Elle ne veut pas rester à l'hôpital. Elle ne veut pas que tout le monde sache qu'elle est à l'hôpital et pourquoi elle vient à l'hôpital. Mais avec le système d'auto-prise en charge, ça a plus donné les femmes accès aux soins médicaux et ça a plus donné la femme les confiance de la confidentialité de leur prise en charge. C'est clair qu'il y en a assez de besoins sur le terrain, il y en a beaucoup de femmes qui en auront besoin. Et dans nos stratégies, à chaque pays où on avance, on essaie à mettre les mêmes stratégies en place, case d'écoute, donner l'accès aux femmes, et puis ça les donne aussi l'accessibilité aux soins. Et ça résout aussi les problèmes géographiques. Voilà ce que je voulais partager avec l'audience. Merci. Oui, donc je vais juste revenir sur des messages principaux par rapport à l'autoprise en charge après le témoignage de Foura. Donc pour nous, ce qui est très clair, c'est que c'est une nouvelle stratégie, c'est assez innovant et ça devrait permettre de pouvoir continuer à donner des soins de qualité centrés sur le patient. Évidemment, ça doit toujours être accompagné par une potentielle référence vers des structures médicales et des personnels médicaux. Et c'est une stratégie à intégrer dans un système de soins pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de reprendre le contrôle sur leur santé et leur bien-être. Merci. Je vais passer la parole à Wilma. Oui, merci Nelly. Je voudrais juste, moi j'ai pas trop de slides, c'est que pour introduire un peu la recherche opérationnelle autour de la santé des femmes et après j'ai deux exemples qui sont totalement différents que je voudrais partager avec vous. Comment on fait la recherche, pas comment, mais pourquoi on fait la recherche opérationnelle dans le sein de MSF pour toujours améliorer, avec le but d'améliorer nos activités dans nos projets. Prochaine slide. Donc, la recherche opérationnelle, c'est un questionnement continu. Hein, comme vous avez vu de présentation de Nelly et mon présidente, il y a des choses qu'on met en place, mais ce n'est pas tout de suite gagné qu'on maîtrise tout. Donc, malgré tout, on dit que les gens se soignent depuis toujours. Ça ne veut pas dire que maintenant, on dépasse tout de suite à la auto-prise en charge
sans savoir si on est confortable avec ça. Surtout par les médicaux, on est sûr qu'ils sont toujours meilleurs. Donc maintenant, on va donner tout le pouvoir aux bénéficiaires. Ça, c'est pas évident comme ça. Donc en fait, c'est un questionnement en continu et comment on peut améliorer. Si on comprend pas, on veut justement répondre à ces questions. Et aussi, on veut documenter des innovations et s'adapter aux autres contextes. Donc, on a entendu d'Eva, aux causes de Covid, grâce à Covid, je ne sais pas qu'est-ce que je dois utiliser, mais il y avait beaucoup plus d'innovations créées au niveau comment on peut continuer d'avoir accès au terrain, aux gens qui ont besoin nos services, mais il y a une rupture de venir au centre de santé où il y a moins de services disponibles. Donc, il y avait des innovations qui sont créées pour ça. Et pour documenter ces innovations et de voir est-ce qu'on peut le partager et justement avec des autres projets, des autres missions, dans un contexte totalement différent, comment on va l'adapter dans un autre contexte pour qu'on peut profiter que qu'est-ce qui a déjà innové, mais maintenant on va l'utiliser nous-mêmes. Ça serait aussi une partie qu'on fait dans la recherche opérationnelle. Prochaine slide. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Une, c'est l'avortement médicalisé. On a déjà eu plusieurs mots là-dessus. Je voudrais quand même encore rajouter une petite information additionnelle sur ça. Et le deuxième, avant vous demander, mais ils sont où les maris et les hommes dans la santé reproductive? Le deuxième, comme vous voyez, elle a besoin de son mari. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite sur des facteurs influence, comment impliquer des hommes pour justement d'avoir une meilleure adhérence au planning familial dans un camp de réfugiés de Syriens à Chatil, en Liban. Donc, ça, je rentre un peu dans cette recherche. Ça, c'est la documentation de cette innovation. Un avortement médicalisé, décentralisé et formation de travailleuses du sexe. Donc, c'est dans un pays en Afrique australe où depuis déjà 2014, en fait, il y avait un travail communautaire pour avoir une sensibilisation pour les travailleuses du sexe, comment de se protéger pour ne pas attraper le VIH et la tuberculose qui sont énormément prévalentes dans ce pays. Et comment d'avoir accès aux travailleuses du sexe? Ce n'est pas souvent le médecin qui va chercher les travailleuses du sexe ou l'inverse, le travailleuse du sexe qui va avoir en clinique si elle a déjà accès à ces soins-là parce que souvent elles sont stigmatisées. Donc, l'engagement des travailleuses de sexe ou des ex-travailleuses de sexe est pour le former devenir un père éducateur parce qu'elle sait exactement dans quel coin on se trouve, comment de les approcher, quelle sorte de langage d'utiliser pour justement de passer des messages de la santé. Et en venant de ce travail, elle faisait dans la communauté, dans leur communauté, il y avait remarqué, il y avait un grand besoin pour avoir aussi d'accès des services santé reproductive et notamment sur un accès sur d'avoir des avortements sécurisés. Parce que une femme, une travailleuse du sexe qui n'utilisait pas des condoms, elle était mieux payée. Et beaucoup de travailleuses de sexe sont travailleuses de sexe à cause de leur précarité financière, vivre énormément dans la pauvreté. Donc, le choix n'est pas tellement un choix, mais c'est la réalité. Avec les conséquences, il y a beaucoup de grossesses non désirées et avec des avortements clandestins
parce que l'accès ou la légalité ou l'accès ne sont pas là et elle doit quand même continuer avec sa vie. Donc, pour éviter qu'il y avait la continuation d'avortements précaires et avec la conséquence que la femme, elle est morbide ou elle meurt, il y avait une idée de passer cette auto-prise en charge pas par des agents de santé, mais par les travailleuses de sexe. Donc, des travailleuses de sexe sont formées pour justement d'abord passer les sensibilisations, deuxièmement pour consulter des femmes qui les approchent sur leur grossesse non désirée. Elle a appris comment de mesurer, comment de constater la dame, elle est enceinte, et deuxièmement, dans quel état de son grossesse est. Si c'est une grossesse premier trimestre, elle est formée quelle sorte de comprimés elle devrait donner et instruire la dame de continuer ces comprimés à la maison ou dans l'endroit où la dame avait décidé de vouloir être prise en charge. Donc ici, on parle d'une prise en charge, une auto-prise en charge qui a énormément élevé dans le sens qu'il y avait plus médicaux derrière, il y a médicaux derrière, mais pas sur place, si ce n'était pas nécessaire. Les médicaux étaient toujours derrière en cas il y avait un besoin au niveau d'une complication et si les travailleuses de sexe avaient besoin d'un support par quelqu'un qui est médicaux. La dame est aussi instruite en cas où elle ne se sente pas bien pour où elle doit aller, ça c'est dans l'hôpital le plus proche, ou bien elle pourrait appeler et MSF était là pour donner ses assistances. Il y avait un modus operandi écrit, ça veut dire modus operandi. Cet modus operandi était écrit avec des travailleuses de sexe. Donc, il y avait décrit quelles étapes elle devrait suivre, dans quelles étapes elle pourrait continuer de traiter toute seule, dans quelles étapes elle pourrait faire le suivi et dans quelles étapes elle devra inclure des médicaux de Médecins sans frontières. Et ça, on est actuellement en train de décrire parce que cette activité est une étape beaucoup plus loin dans l'autoprise en charge qu'on a juste actuellement fait. On venait d'attendre, il y avait l'automédication au Congo, mais ça c'était encore avec des médicaux. Maintenant, c'est de non-médicaux avec un support de médicaux. Donc, de décrire et d'inventariser, de capitaliser sur cette expérience pour voir est-ce que ça c'est un succès et je peux vous dire, oui, ça c'est un succès au niveau de prise en charge. Il y avait autour de 400 femmes qui étaient prises en charge, dont la majorité par des travailleuses de sexe et une minorité par un sage-femme, parce que ça c'est de prise en charge pour un deuxième trimestre de grossesse qui n'est pas prise en charge par des travailleuses de sexe. Et il n'y avait qu'une complication. Et cette complication, c'est une mal calculation de âge gestationnel. Donc, le traitement a été donné pour un premier trimestre et pas pour un deuxième trimestre. Donc, il y avait une sorte de panique parce que ça ne marchait pas très bien. La sage-femme était intervenue et la femme était référée vers l'hôpital. Je peux passer à la slide suivante, diapositive suivante.
Parce que je ne veux pas seulement parler des avortements, on a eu quelques exemples, mais bien sûr, ça fait partie de planning familial. Et on fait beaucoup de travail sur la planification familiale. Et si on ne fait pas énormément d'efforts sur ça, ça reste quand même encore dans pas mal de pays où on travaille assez bas, l'attirance sur la planification familiale. Donc, cette étude, on avait fait au Liban, où il y a probablement, vous savez, il y a énormément de réfugiés syriens qui sont installés là-bas. Et dans le camp de réfugiés, des anciens camps de réfugiés palestiniens. Et là, MSF avait un projet depuis 2014 pour la santé reproductive des femmes. Donc, c'est-à-dire de soins prénatals, des accouchements simples qui étaient faits dans le camp, des accouchements compliqués étaient référés dans des hôpitaux, et de soins postnataux. Désolée, de temps en temps, je dois switcher entre l'anglais et le français, donc je dois chercher le mot de temps en temps. Et il y avait aussi la consultation pour la planification familiale. Après beaucoup de consultations avec des femmes, le uptake, encore un mot, je ne sais pas dire en français, reste assez bas. Et on se demande, mais pourquoi ça reste assez bas? Il y avait quand même pas mal de femmes qui disaient, bon, je dois discuter avec mon mari. Et on constatait que, en fait, nous-mêmes, on ne discute pas beaucoup avec des maris. Peut-être on doit commencer de discuter avec des maris. Et comme vous voyez sur cette petite image, on avait commencé avec un promoteur de la santé qui a commencé de parler avec des hommes qui étaient là avec leurs femmes, parce que pour les raisons sécuritaires, c'était l'homme, le mari, le grand frère, le père, qui amenait les femmes aux cliniques pour avoir son consultation pour sa grossesse. Mais il reste dehors. Donc, ils étaient utilisés dans cette attente de discuter sur la planification familiale. Et en fait, on constatait qu'ils étaient hyper intéressés, mais ils étaient très mal informés. Donc, on a pensé, on va amener une étude pour rentrer un peu plus dans la profondeur, de savoir c'est quoi qui a une influence sur l'implication d'hommes d'être plus impliqués à prendre des décisions pour un moyen de planification familiale. Et quelques constats étaient très simples. Notre centre s'appelle un centre pour les femmes. Bien sûr, des hommes ne viennent pas dans un centre des femmes. Des hommes qui voulaient venir dans des consultations devraient rester en bas, devraient rester en dehors du centre parce qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir des couples. Donc, la dame était consultée, mais l'homme qui était dehors n'était pas consulté. Et elle devrait passer l'information à lui. Peut-être elle faisait mal, peut-être elle faisait pas du tout. On ne savait pas. Donc ça, c'était déjà assez difficile pour régler. Maintenant, ça s'appelle un centre de famille où on essaie d'attirer des hommes de venir par des activités qui peut-être ne sont pas directement liées à la santé directe, mais qui l'attirent de venir et le moment il est là, on le demande pour venir ensemble avec ces femmes d'être consultées. Là a eu un totalement changement sur prendre des décisions sur la méthode de planification familiale. Et c'était très marrant pour moi-même comme chercheuse assez féministe qui parle, on doit faire le renforcement de capacités des femmes et des femmes et des femmes. Pendant cette étude, c'était la femme qui disait, mais oui, je veux bien, mais j'ai vraiment besoin de mon mari. Je suis venue toute seule avec mon mari depuis la Syrie. C'est lui quand je n'ai pas lui, je suis nulle part. Donc, ne travaille pas seulement sur mon renforcement de capacité.
il faut travailler sur le renforcement de capacités de couple. Et ça, c'est pour moi une révélance que on ne pense pas trop souvent. C'est beaucoup, les femmes n'ont pas accès, les femmes est toujours derrière, elles ne comptent pas assez comme le monsieur. Et peut-être dans pas mal de pays, c'est comme ça. Mais si on n'amène pas le monsieur aussi, la dame a très difficile à décider d'elle-même si elle va continuer avec une planification familiale, oui ou non. Pour une dernière note, le Covid, parce que je viens de parler avec le projet qui est toujours en cours, j'ai dit comment ça va maintenant? Est-ce que les hommes viennent? Est-ce qu'ils se consultent ensemble? Malheureusement, au cause de Covid, ils ont de nouveau dû attendre avec des messieurs de venir pour garder la distance sociale. Mais ils sont en train d'améliorer l'espace pour que très, très, très bientôt, ils peuvent recommencer de recevoir des couples. Voilà, ça c'est qu'est-ce que je voudrais partager avec vous dans un nutshell, on dit en anglais, et je redonne la parole à Aline. Ok, merci beaucoup. Le temps file, mais c'était tellement intéressant. Je voudrais vous remercier toutes pour ces très riches présentations. C'est très précis, état de la situation. Merci aussi Eva pour avoir mis en lumière l'évolution de la situation par rapport à la pandémie. Aussi Vilma et l'importance des hommes, on le sait, mais ici aussi... ça a été une révélation aussi de voir à quel point ça pouvait être aussi un force moteur pour la suite et pour encore mieux améliorer l'assistance qui peut être donnée. On a une question qui a été posée, qui nous est parvenue et qui adresse en fait la question de l'approche de l'autoprise en charge dans les camps de réfugiés. Donc, les camps de réfugiés sont des situations très particulières. Comment est-ce que ce dispositif je dirais, est différemment. Donc, je pense que la situation aussi des communautés est différente dans les camps de réfugiés. Comment est-ce que ces dispositifs d'autoprise en charge se déploient dans les camps de réfugiés? Je peux faire une ébauche de réponse. La situation, elle est différente et pas tellement différente parce que les besoins restent exactement les mêmes. Potentiellement, ce qui est paradoxalement plus facile dans un camp de réfugiés, c'est que pour peu qu'on ait un centre de santé ou une maternité à l'intérieur du camp, l'accès est plus facile que pour des populations qu'on appelle hautes, qui sont autour et pour qui, de temps en temps, arriver à une structure de santé est plus loin. Donc, en fait, il y a même des études qui montrent que l'état sanitaire des populations réfugiées s'améliore paradoxalement plus vite que les populations hautes. Donc ça, je pense qu'il faut le garder en tête. La deuxième chose, par contre, c'est qu'effectivement, quand on arrive dans une urgence aiguë, on n'a pas encore forcément le temps d'avoir tout mis en place. Donc, si je pense par exemple à la récente crise humanitaire des Tigréens d'Éthiopie qui sont arrivés au Soudan, oui, au départ, on n'avait pas la possibilité de faire les accouchements dans les premières semaines. Et donc, par exemple, on a donné des kits d'accouchement directement aux femmes dont on savait qu'elles allaient pouvoir faire ces accouchements à la maison. Donc, c'est loin d'être idéal et ce n'est pas la promotion qu'on en fait. Mais quand on n'a pas le choix, on va au moins essayer d'améliorer les conditions sanitaires pour faire ces avortements. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que font toutes les agences et les organisations. Et c'est déjà de l'autogestion, en fait, pour un moment extrêmement critique parce que l'accouchement est une urgence médicale. La deuxième chose, on a vu, c'est les questions d'auto-injection avec le Sayana Press. Ça a été mis en place dans des camps de réfugiés au niveau du Congo, donc dans des situations d'urgence. Et les femmes étaient très contentes parce qu'effectivement, elles avaient a priori moins besoin de revenir pour chercher les injections. Cela dit, on est au tout début de ce processus. Pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir une bonne acceptation de ce nouvel outil et on en est encore à nous faire les injections ou à ce que les femmes se fassent des injections devant un personnel de santé. On n'est pas encore arrivé à l'ultime étape qui serait
elles le font toutes seules chez elles comme elles veulent. Et puis la troisième chose, et on en a beaucoup parlé, hein, je pense que l'autogestion des avortements, alors ça clairement, on peut aussi tout à fait le faire dans un camp de réfugiés. Parfois même, c'est plus conseillé parce que, en termes de confidentialité, les femmes vont être plus à l'aise de le faire avec la personne de leur choix et pas forcément de se retrouver dans un centre de santé où, au début, il peut y avoir une peur que ça se sache parce que la mise en place de la confidentialité en situation d'urgence reste un challenge pour nous. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci. Le temps file, donc il y a encore d'autres questions, mais on ne peut pas toutes les adresser. Mais j'ai aussi eu quelques questions relatives à l'accès à la vidéo de ce webinaire. Donc, sachez que vous pourrez avoir accès à ce webinaire via le site msf.lu. Il y a aussi des marques d'intérêt pour l'action humanitaire. Sachez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter, mais que vous pouvez aussi adresser un email à info@msf.lu si vous êtes intéressé. Et puis, je dirais qu'il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants, toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre, aussi à nos intervenantes qui nous ont permis de découvrir l'une des facettes du travail de MSF. Je suis convaincue que même si les enjeux et défis sont encore énormes, le partage d'expériences, les analyses et les réflexions auxquelles ont contribué aussi ce webinaire nous permettront d'aller de l'avant. Je tiens à souligner que MSF fête ses 50 ans cette année et dans ce cadre, différents événements seront organisés au Luxembourg. Afin de vous tenir informés des temps forts de cette année, je vous invite à suivre donc, le site MSF Luxembourg, msf.lu, sur les réseaux sociaux aussi, ou à vous abonner à la newsletter, comme on l'a dit. Et puis, MSF vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour son prochain webinaire dont la thématique sera la santé mentale et les migrations. Et il est prévu pour mai prochain, normalement le 20 mai, mais la date reste encore à confirmer. Donc, n'hésitez pas, je pense que c'est aussi par ces partages d'expertise, d'expérience que nous ferons avancer la situation. Et puis, par rapport aux chiffres critiques choquants tels que les avait caractéristiqués Eva, je pense qu'il y a encore du travail, mais nous allons retrousser tous nos manches et puis ça améliorer la situation. Vraiment encore bravo à toutes nos oratrices et merci pour toutes vos vraiment très précieuses réflexions et partages d'informations. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.